Salut Internet, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous ai trouvé tout un tas d'histoires de braquage aussi improbables qu'incroyables. Je vous ai fait une petite sélection aux petits oignons comme d'habitude, je vous fais pas plus attendre, c'est parti. Du 11 au 30 juillet 1966, la Coupe du Monde de foot a eu lieu. C'était en Angleterre et au terme de la compétition, c'est l'Angleterre qui a remporté la coupe. Mais pour la première fois de son histoire, attention. Et cette image, cette belle célébration d'une équipe qui vient d'être sacrée championne du monde, on la doit à ce chien. Il faut peut-être que je vous explique un petit peu. Quelques mois avant, en mars, a eu lieu Stampex, une exposition à destination des passionnés de timbres. Pour l'occasion, la société de timbres qui gère l'événement a obtenu l'autorisation d'exposer le trophée de la Coupe du Monde. Mais le 20 mars, alors que des gardiens faisaient leur ronde, ils se sont rendus compte que la coupe avait été volée. Le lendemain, une demande de rançon est envoyée au président de la Football Association, 15 000 livres en billets de 1 et de 5 livres à apporter à Battersea Park. Un plan est donc organisé et le suspect est appréhendé. Ce dernier a nié être le voleur de la Coupe du Monde et a expliqué avoir été juste un intermédiaire. Quelques jours plus tard, un homme et son chien, Pickles, se promenait dans le quartier de Beulah Hill lorsque Pickles a remarqué une sorte de paquet. Ça a attiré l'attention de son maître qui l'a défait et a retrouvé la Coupe du Monde volée. Elle était posée comme ça, tranquille. Il l'a ensuite remise à la police. Évidemment, le chien est devenu une petite célébrité, il a même joué dans un film. D'ailleurs, son maître possède une petite plaque dans son jardin qui lui rend hommage. Et une autre marque l'endroit où le trophée a été retrouvé. Toute cette histoire est folle, mais le pire, c'est que le trophée a été une nouvelle fois volé en 1983 au Brésil et que là, pour le coup, il n'a jamais été retrouvé. Pour une raison très simple, il aurait été fondu en lingots d'or par les voleurs. Une réplique a donc été donnée à la Confédération brésilienne de football l'année suivante. Depuis, elle est conservée au National Football Museum de Manchester, en Angleterre, juste à côté d'un panneau consacré à Pickles et probablement pas très loin de son collier, également conservé au musée. Voilà, c'est un chien qui s'appelle Cornichon qui a permis de retrouver une Coupe du Monde volée. L'Empire State Building est sûrement l'un des plus grands symboles de New York City. Et littéralement grand. C'est 102 étages, 6514 fenêtres, 73 ascenseurs, un poids avoisinant les 365 000 tonnes, l'équivalent de 2433 baleines bleues, 443 mètres de haut avec son antenne, un mastodonte en plein Manhattan, messieurs dames, qui ne passe pas inaperçu et pourtant, il a déjà été volé. En décembre 2008, le journal New York Daily a fait l'un des plus grands braquages de l'histoire américaine en volant l'immeuble. Et contrairement à ce que je pensais, ça a été super simple. Les journalistes ont d'abord fait produire de faux actes notariés qui stipulaient que la propriété de l'immeuble était transférée à Nelot's Properties LLC. Nelot's à l'envers, hein, stolen, volé en anglais, yes, en plus ils ont le sens de l'humour. Ils ont aussi mis Fay Wray, l'actrice hollywoodienne du film King Kong de 1933, en témoin de la transaction, alors même qu'elle était décédée depuis 2004. Puis ils ont soumis le tout tranquillement au service des registres de la ville et miracle, 1h30 plus tard, l'Empire State Building appartenait officiellement à Nelot's. Évidemment, le journal n'a pas fait ça dans un but criminel, il voulait démontrer à quel point la faille du système juridique de la ville était abyssale et à quel point il était facile de s'accaparer un bâtiment aux États-Unis. Et pour cause, le bureau du registre municipal n'exigeait pas que les informations soient vérifiées. C'était dramatique parce que avec l'acte de propriété en main, mais l'arnaqueur, il a tout le loisir d'hypothéquer l'immeuble et d'empocher des sommes faramineuses. Dites-vous, en 2008, il était coté à 2 milliards de dollars. Bien entendu, l'Empire State Building a été restitué par le journal moins de 24 heures après le vol à son propriétaire. Tout est bien qui finit bien, mais oui, un immeuble a bien été volé. Le Monopoly, on en mange à toutes les sauces. Coupe du Monde 1998. Zelda, Millennials, élections américaines, mon cul. Le tout grâce à une seule personne, Charles Darrow. En 1931, on est en pleine crise économique et Charles est au chômage. Il utilise alors son temps libre pour créer un nouveau jeu. Il place des rues par-ci par-là, il met des couleurs, une prison, des gares et bam, le Monopoly était né. Il démarche des éditeurs et après quelques refus, en 1935, l'entreprise Parker Brothers lui accorde sa chance. C'est
immédiatement un immense succès. Sauf que ce mythe s'effondre dans les années 70, plus exactement en 1976, quand Parker Brothers et Ralph Hanspatch, inventeurs de l'anti-Monopoly, se sont affrontés au tribunal pour une histoire de monopole du Monopoly. Grossière erreur de Parker Brothers, parce que Hanspatch a riposté et a révélé que le Monopoly est en fait une copie du jeu Landlord's Game, inventé en 1904. Et son créateur est en fait une créatrice, Elizabeth Magie. En plus de voler l'idée, Charles a carrément piétiné le but originel du jeu. Magie avait créé ce jeu éducatif pour promouvoir la doctrine de l'économiste Henry George, qui prônait la non-propriété des terres et un modèle économique anti-capitaliste. L'inverse total du jeu qu'on connaît. Charles a pompé l'idée alors qu'il était invité à jouer au Landlord's Game chez des amis en 1931. On raconte que lors de cette soirée, il aurait totalement copié le plateau et ce serait à ce moment-là qu'il aurait fait la faute d'orthographe Marvin au lieu de Marvin Gardens. C'est une faute qui est toujours présente sur les plateaux. Et attendez, le pire, quand il a vendu son idée à la firme Parker, celle-ci avait tout à fait conscience que c'était un plagiat. Ils ont d'ailleurs acheté le brevet à Elizabeth en 1935 pour une bouchée de pain, $500. Et c'était tout bénef pour eux car elle n'a naïvement pas demandé de droit d'auteur. Et puis son but à elle, c'était de répandre ses idées et non de s'enrichir. Résultat, Charles et Parker s'en sont mis plein les poches, à l'image des joueurs qui chopent rue de la Paix. Ce bâtiment vert, caché derrière des arbres, c'est le musée Isabella Stewart Gardner de Boston. À l'intérieur, vous y trouverez une collection de très grands tableaux, du Botticelli, du Courbet, du Delacroix, du Matisse, du Michel-Ange, et j'en passe. Mais si vous êtes attentif, un détail devrait vous interpeller. Au milieu de tous ces chefs-d'œuvre, une dizaine de cadres sont laissés vides. Ils sont là depuis 1990 en mémoire des peintures volées dans la nuit du 18 mars de la même année. Parmi les disparus, on dénombre entre autres un Vermeer, des Rembrandt, des Degas, un Manet, un Flink, etc. En tout, 13 œuvres ont été dérobées pour un préjudice estimé de plus de 500 millions de dollars. C'est l'un des plus gros braquages d'art de l'histoire, voire même l'un des plus gros braquages tout court. La nuit des faits, un peu après minuit, 2 hommes déguisés en policiers ont débarqué au musée. Ils sont parvenus à duper les gardiens et à entrer dans l'établissement. Les 2 employés n'ont pas réalisé de suite qu'il s'agissait d'imposteurs et ont fini attachés au sous-sol sans avoir eu la possibilité de prévenir les secours. Le plan était tellement bien rodé et exécuté que les 2 criminels, ils ont pris tout leur temps finalement. Ils sont restés pas moins de 81 minutes à l'intérieur. C'est colossal quand on sait qu'en général, un cambriolage ne dure que quelques minutes. Les voleurs ont même fait tranquillement des allers-retours depuis leur véhicule. Le crime n'a été découvert que le lendemain matin. Si pendant longtemps on n'a pas su qui ils étaient, en 2013, le FBI a révélé qu'il s'agissait de membres d'une organisation criminelle. Bon, ça nous aide pas beaucoup et en plus ça a pas fait avancer l'affaire. Le crime étant proscrit, ils ont pu garder leur liberté et le secret intact. 33 ans après, aucun des objets n'a été retrouvé. Le musée n'a pas pour autant perdu espoir. Une récompense de 10 millions de dollars est toujours promise à quiconque délivrerait une information capitale qui permettrait de mettre la main sur les chefs-d'œuvre. Je sais qu'il y a une grosse communauté francophone à Boston. Si vous savez quelque chose, c'est peut-être le moment de devenir riche. En 2007, une vente aux enchères avait fait pas mal de bruit, celle du crâne d'un Tarbosaurus bâtard. Je suis désolé, c'est pas de ma faute, c'est son nom. C'est un dinosaure proche du T-Rex. Bon, faut dire que les acheteurs qui se sont disputés la pièce n'étaient autres que Leonardo DiCaprio et Nicolas Cage. Forcément, les prix montent assez haut. C'est finalement ce dernier qui a remporté l'enchère pour 276 000 $. L'acteur avait alors récupéré son bien et vivait, ma foi, de paisibles jours avec son nouvel animal de compagnie de 67 millions d'années. Jusqu'à ce que ce petit bonheur soit brisé 6 ans plus tard, en 2013. Le gouvernement américain a contacté l'acteur dans le cadre d'une enquête et a informé que le crâne pouvait être saisi à tout moment. Si l'acheteur, lui, n'avait rien à se reprocher, il avait acheté le crâne en toute légalité à la galerie E.M. Chait de Beverly Hills, c'est la provenance de l'objet qui était pas très nette. Le vendeur d'origine était possiblement Eric Procopi, qui avait été arrêté en 2012 pour importation et contrebande de marchandises illégales ainsi que possession de biens volés. Il avait plaidé coupable en 2012 pour ses chefs d'accusation et avait écopé de 3 mois de prison. L'homme qui s'était autoproclamé archéologue avait vraisemblablement acheté le fossile volé dans le désert de Gobi et l'avait acheminé illégalement jusqu'aux États-Unis. En tout, il aurait embarqué 18 squelettes de dinosaures, dont notamment celui d'un autre Tarbosaurus bâtard, mais complet cette fois-ci, de 70 millions d'années, 7,31 mètres de long, 2,43 mètres de haut, vendu à New York pour plus d'1 million de dollars en 2012. Le procureur de Manhattan, Preet Bharara, a œuvré longuement pour restituer les objets volés à la Mongolie. Quant à Nicolas Cage, il a accepté de restituer le crâne au pays de Genghis Khan.
La renommée de ce monsieur est telle que j'ai même pas besoin de dire quoi que ce soit, la photo suffit à ce que vous sachiez qui c'est et ce qu'il a fait, du moins dans les grandes lignes. Mais il y a une histoire un peu plus méconnue qui le concerne, et ça démarre à sa mort, le 18 avril 1955. Pour que l'histoire soit complète, faut que je rajoute un protagoniste, Thomas Harvey, ce monsieur qui tient dans ses mains un petit bocal avec dedans le cerveau volé d'Albert Einstein. Ah, tout de suite, la couleur jaune, elle donne moi envie, hein. Thomas était le médecin de garde le soir du décès du grand monsieur. Et ce soir-là, il a bafoué toute éthique. Déjà, bon, il a volé le cerveau d'Einstein. Et en plus de ça, il a piétiné les dernières volontés du chercheur, à savoir ne pas être étudié et être totalement incinéré, de manière à ce qu'il ne puisse pas y avoir de culte ou de lieu d'idolâtrie. L'endroit précis où ses cendres ont été dispersées est d'ailleurs resté confidentiel. Thomas n'a pas volé juste pour posséder le cerveau du génie, mais pour l'autopsier et l'étudier. Le poteau rose, ou jaune, je sais plus, est découvert rapidement, mais heureusement pour lui, il parvient à convaincre le fils d'Albert que son projet est important. Il l'a donc bien disséqué et l'a mis dans de la céloïdine afin de le conserver dans 2 bocaux. Mais Thomas perd son taf à Princeton et change à plusieurs reprises d'adresse. Pendant un demi-siècle, il déplace donc les bocaux de cave en cave, il publie des études à répétition et finit par perdre sa licence de médecine en 1988. Mais la question est de savoir si oui ou non il a vraiment contribué à la science. Si oui ou non, l'autopsie du cerveau d'Einstein explique son génie. Absolument pas. Selon plein de chercheurs, les conclusions de Thomas, selon lesquelles il y aurait plus de cellules, sont totalement biaisées et erronées. Enfin bon, en résumé, il a juste bafoué la mémoire d'un grand homme pour absolument rien du tout. Dans les vols les plus troublants de l'histoire, j'appelle en première position le vol d'un Boeing 727. Il est technique ce jeu de mots et n'en déplaise à certains d'entre vous, c'est bien un vol. Le 25 mai 2003 à 17h, un Boeing 727 d'Aerospace Sales and Leasing s'est mis à rouler bizarrement sur le tarmac de l'aéroport Quatro de Fevereiro à Luanda, en Angola. La tour de contrôle a tenté de rentrer en communication avec, en vain. Fait encore plus inquiétant, pas de transpondeur activé et pas d'éclairage. L'avion décolle et part en direction de l'ouest, vers l'Atlantique. Voilà, c'était le vol du N844AA. Promis, je vous ai pas arnaqué. Il s'agit littéralement d'un vol d'avion. Et ce qui est fou, c'est qu'on n'a jamais retrouvé ni l'avion ni les coupables. Vraiment, on a vu un avion entier décoller, disparaître et basta, c'est tout. 20 ans après, on n'est toujours pas sûr de ce qui s'est passé. Mais bon, on pense que c'est 2 mécaniciens, l'américain Ben Charles Padilla et le congolais John Michael Mutantu, qui auraient volé l'avion. Des témoignages disent que les 2 étaient dans l'avion quand il a commencé à rouler. Mais ce qui est étrange, c'est qu'aucun des 2 n'était formé pour piloter un tel appareil. Ben avait bien une licence de pilote privé, mais de là à manipuler un gros avion de ligne, il y a quand même un monde. Surtout qu'il faut être au minimum 3 pour bien conduire un 727. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y avait assez de carburant pour parcourir 2400 km. Ça fait une zone de recherche assez large. Le FBI, la CIA et d'autres agences se sont mis sur le dossier, soupçonnant éventuellement un acte de terreur, hein, si vous voyez ce que je veux dire, mais jamais rien n'en est ressorti. Le dossier a été bouclé en 2005. Une des hypothèses les plus probables était alors l'arnaque à l'assurance. Le Boeing avait accumulé une dette de 4 millions de dollars en étant resté garé sur le tarmac pendant plus de 14 mois. On le sait pas forcément, mais un avion au sol, ça coûte très très cher. Autre option, organisation criminelle qui avait besoin de l'avion. Certains pensent que la non-qualification des pseudo-pilotes les a menés droit vers le crash. En attendant, on n'a pas trouvé de débris. C'est avec ce mystère qu'on achève cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez des histoires de vol tout aussi improbables, que ça soit dans le monde ou près de chez vous d'ailleurs. Allez, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Salut Internet.